Vectra est une entreprise de technologie présente essentiellement sur 3 marchés, l'automobile, l'ameublement et la mode. Nous habillons les personnes comme nous habillons les intérieurs d'automobiles et les meubles. C'est joliment dit. Voilà, alors nos solutions technologiques sont un mélange de matériel, logiciel, données et services, en fait. Et nous sommes une société un peu unique en son genre, puisque nous sommes aujourd'hui une société qui apporte des solutions pour l'industrie 4.0, qui est en fait la nouvelle vision de ce que doit être une industrie dans les années qui viennent. Oui, justement, vous êtes en effet à l'avant-garde de l'industrie 4.0. Comment est-ce que ça se traduit sur une chaîne logistique ou une chaîne de production? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Parce que l'industrie 4.0, on en parle beaucoup, mais on a du mal à voir la réalisation concrète. Alors, l'industrie 4.0, ce n'est pas que l'usine, c'est toute une industrie, les centres de développement, les points de vente, les points de commercialisation, qu'ils soient dans les boutiques physiques ou sur Internet, et puis les usines. Et en fait, ça consiste à avoir une connexion logique entre les points de vente, les points de développement et les usines, et avoir des usines intelligentes qui sont capables de recueillir ces données, de les traiter, de prendre des décisions avec des outils qui sont liés à l'intelligence artificielle, bien sûr, à toutes les notions de big data, ce qu'on appelle des données floues sur les consommateurs, sur les produits. Et puis également, c'est l'utilisation du cloud et de l'Internet des objets, c'est-à-dire des machines connectées qui permet de réaliser cette quête vers l'industrie 4.0. Ça permet par exemple de produire davantage à la demande et d'éviter d'avoir des stocks ? Voilà, le meilleur exemple, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'un consommateur, par exemple, va choisir un vêtement en ligne ou dans une boutique. Le vêtement va être conçu pour être adapté à ses mesures, adapté à ses options. Il peut choisir, par exemple, son type de col, son type de bouton, de manche. Et puis, il va y avoir quelque part dans le cloud une plateforme qui va optimiser ses demandes, adapter le vêtement à ses mesures, préparer la production, consulter le planning de production et donner des instructions à une machine intelligente qui va fabriquer à la demande son vêtement. Mais on est vraiment capable de faire ça aujourd'hui ? Absolument, on a une centaine de clients qui le font aujourd'hui. Mais c'est du quasi... c'est de la production en quasi temps réel, en fait. Absolument. En fait, quand un client rentre dans une boutique, on est capable pratiquement de lancer la production 30 secondes après, n'importe où dans le monde. En pratique, on a intérêt à regrouper des commandes et fabriquer et livrer en 8 jours parce que ça permet d'optimiser la matière en mélangeant en fait les commandes, et de cette façon-là, on a des pièces de taille différentes, ce qui permet de minimiser les chutes de tissu. Et le gain matière est à peu près l'équivalent du résultat que fait aujourd'hui un fabricant de vêtements. L'équivalent du résultat ? Pour un sous-traitant, le gain matière qu'on apporte avec ces solutions est l'équivalent de son résultat. Mais c'est hallucinant. C'est formidable. Donc il faut qu'on y aille tous, en fait. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que lorsqu'on prend cet exemple de fabrication à la demande, donc très répandu dans l'ameublement, qui déjà fabriquait des meubles à la demande depuis un certain nombre d'années, c'est plus difficile dans la mode, parce que ça suppose de remettre en cause tout le business model, tout le mode de fonctionnement des entreprises, la façon dont on crée, puisqu'il faut créer un vêtement paramétrable qui s'ajuste à la morphologie de chacun. Ça suppose aussi de revoir la chaîne logistique, et aujourd'hui, la plupart des sociétés de mode ont envie d'aller vers ces solutions, mais ne sont pas armés pour le faire parce que c'est une remise en cause en profondeur de toute leur organisation. Et dans l'ameublement, on est beaucoup plus avancé parce qu'on fabrique les meubles à l'unité, souvent aux dimensions et avec les goûts des consommateurs. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que le marché de l'ameublement soit sorti de la crise bien avant les autres marchés, parce que pendant cette période, ils n'avaient pas de stock, ils n'ont pas eu de consommation de cash, et par conséquent, ils ont pu survivre à la crise du Covid beaucoup mieux que les entreprises de mode, par exemple, et se sont remis à l'investissement dès le mois de juillet 2020. Et comment ça se traduit dans l'automobile, parce que c'est un secteur où vous êtes aussi présent. Là aussi, j'imagine que c'est plus compliqué que dans l'ameublement. C'est plus compliqué parce qu'en fait, les process de fabrication dans l'automobile sont très avancés et que changer ce mode de production suppose de remettre en cause une solution qui fonctionne déjà bien. Et d'une manière générale, le monde de l'automobile préfère améliorer les process existants que d'être en rupture. Donc, à la fois, ils sont plus avancés dans l'utilisation de l'industrie 4.0 et on a aujourd'hui près de 65% de part de marché dans les intérieurs automobiles, un peu plus de 70% dans les
airbags. Donc, on est présent dans le monde entier. Et nos clients sont très avancés dans leur process, utilisent toutes les méthodes de ligne de fabrication, on va dire en flux tendu, mais passer en une fabrication à la demande suppose de faire des ruptures complètes dans leur mode de fabrication et ils ne sont pas prêts à faire ça aujourd'hui. Ça veut dire aussi que ça allonge les délais de livraison quelque part, dans un cadre où le consommateur est quand même habitué à avoir à peu près tout de suite. Non, en fait, on est capable de livrer. Alors, notre client le plus avancé, qui est un Allemand qui fabrique en Pologne, est capable de livrer un meuble en 24 heures après la commande en le faisant complètement à la demande. La chaîne entière prend 8 heures. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout dans des choses très compliquées. On pourrait faire la même chose dans l'automobile. D'ailleurs, des tanneurs qui fabriquent des sièges en cuir, en fait, pour des voitures de luxe, le font aujourd'hui en 48 heures. Donc, on est capable de faire des intérieurs à la demande, customisés, dans des délais très courts. Est-ce que ça permet aussi une certaine relocalisation? C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Il faut réindustrialiser la France, il faut relocaliser. Est-ce que ces solutions-là, qui nécessitent peut-être moins de stock, donc réduisent forcément un peu les coûts aussi, permettent de relocaliser une partie des productions? Alors absolument. Peut-être que le principal avantage de la fabrication à la demande, c'est le fait que les besoins en matière de trésorerie sont très différents. En général, on génère de la trésorerie positive parce qu'on est payé par le consommateur avant de fabriquer. Ouais. Donc c'est un business model qui permet de se développer sans avoir de besoin de fonds propres significatifs. Au contraire, c'est ça le principal avantage. Mais évidemment, ça permet une relocalisation puisque le coût de la main-d'œuvre devient assez secondaire. C'est en fait la machine de découpe qui va prendre les décisions et qui va automatiquement fabriquer. Donc on divise peut-être par 2 ou par 3 l'ensemble des opérations. Donc c'est beaucoup moins consommateur de main-d'œuvre. Ça se présente bien pour pouvoir fabriquer à proximité, mais cela suppose qu'il y ait la main-d'œuvre qualifiée. Et dans beaucoup de pays, la France en particulier, on a perdu beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que le lancement d'une filière de solutions pour l'industrie du futur qui a été acté en avril dernier et notamment par le Comité national de l'industrie est une bonne nouvelle pour qu'on puisse accélérer dans cette industrie 4.0 ? Certainement. Et en fait, beaucoup d'entreprises y réfléchissent. Beaucoup font des tests, même des tests à petite dimension. Il faudrait aller plus vite. Et en fait, les technologies existent. Nous les avons mises sur le marché en 2018. Donc maintenant, on a une certaine expérience, un retour d'expérience assez important. On sait que ça fonctionne bien. Et la crise du Covid est venue interrompre en fait cette transformation qui aujourd'hui est tout à fait possible et souhaitable parce qu'elle permettra à la fois une relocalisation, c'est une solution verte, elle permet de faire beaucoup d'économies de matière, de ne pas avoir d'invendus, de ne pas détruire par exemple des vêtements. Elle a tous les avantages par rapport aux solutions qui sont recherchées aujourd'hui par les industriels, mais elle suppose un certain courage pour transformer l'entreprise. Mais ça veut dire que les industries aujourd'hui sont en train de devenir des entreprises tech. Vous-même, quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit je suis une entreprise de solutions technologiques. Oui. Absolument. Et en fait, la solution pour demain, pour aller vers l'industrie 4.0, alors on estime que l'industrie 4.0, on commencera à voir les premiers effets en 2030. C'est une quête. Ce n'est pas encore aujourd'hui une réalité à 100%. Il s'agit de progresser. Il y a différentes étapes. Petit à petit, on va donner des instructions à des robots intelligents. Ensuite, ils vont décider eux-mêmes d'un certain nombre de choses. Et ensuite, le système est capable de planifier complètement le fonctionnement d'une usine. Donc, on voit qu'on peut y aller par étapes. Et pour ça, évidemment, les technologies les plus importantes, les plus difficiles à maîtriser sont autour de la donnée. Parce que toutes ces données sont floues, elles ne sont pas structurées, les informations ne peuvent pas se lire facilement, et cela suppose aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Par exemple, quand on parlait des solutions à la demande, on va avoir des algorithmes qui vont optimiser la matière, par exemple, en décidant à quel moment il faut fabriquer en fonction des commandes qui sont en cours, en décidant aussi, par exemple, que si on veut livrer en 8 jours, on impose de passer en fabrication quoi qu'il se passe avant 8 jours, et en fonction de ce qu'on recherche à faire, on va appliquer des algorithmes différents pour permettre d'optimiser la production. Vous avez pris ce virage du digital et de la technologie à quel moment ?
Alors, on a pris ce virage du digital très tôt, parce qu'en fait, le digital est un prérequis en fait, à l'industrie 4.0. Tant qu'on n'a pas digitalisé les process, ça ne sert à rien. On ne peut pas aller plus loin. Absolument. Nous l'avons pris très tôt. Ça a été notre métier pratiquement depuis le début des années 90. Et on a accéléré en 2015, où on a décidé que notre stratégie serait basée sur l'industrie 4.0. On a fait de la recherche et du développement sans faire de publicité autour de 2015 à 2017. Et en 2017, on a annoncé notre stratégie et lancé nos premières solutions. Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment une avance sur beaucoup d'entreprises dans le monde. On est numéro 1 mondial. On a racheté notre concurrent principal. Oui, j'allais y venir. Gerber aux États-Unis. Absolument, il y a quelques mois. On propose à nos clients des solutions d'avant-garde. La condition nécessaire pour pouvoir le faire, c'est de financer en fait toute cette transformation. Et les économies qu'on apporte, notamment en termes d'économies de matière, de tissu, de cuir, financent complètement les développements. Alors justement, vous parlez de ce rachat de votre concurrent principal américain, Gerber, pendant la crise sanitaire, une opération à 300 millions d'euros. Comment vous avez réussi à boucler une opération d'une telle ampleur alors que tout le monde était confiné chez soi ? À distance, en visioconférence. J'ai d'abord négocié les grandes lignes de cette acquisition tout seul avec les propriétaires de Gerber. Ensuite, nous avons signé un accord avec Lazard qui nous a accompagnés, avec un cabinet d'avocats, Latham & Watkins, qui nous a accompagnés également. Et nous avons mené, avec l'équipe de direction d'Electra, dans le plus grand secret, en fait, cette opération 100% en visioconférence. Que vous apporte aujourd'hui Gerber en termes de synergie, de business ? Alors d'abord, Gerber a une présence très forte aux États-Unis. Nous sommes dans des métiers où les clients sont fidèles, notamment dans tous les métiers liés au logiciel, à la CAO, à la conception assistée par ordinateur. En fait, 99% des clients renouvellent leur confiance chaque année à Gerber ou à Electra. Et donc, ça nous apporte une présence beaucoup plus forte sur le continent américain, où nous étions présents, mais de façon moins importante qu'aujourd'hui. Cela nous renforce également en Chine, où nous avions une présence significative, mais nous sommes beaucoup plus forts aujourd'hui à deux. Et ça nous apporte une base de clients très fidèles, pour lesquels nous allons pouvoir apporter à laquelle nous allons pouvoir apporter des solutions technologiques pour l'industrie 4.0. Et ça nous donne aussi un effet d'échelle, de taille, puisque nous allons représenter à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous investissons à peu près 12% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Donc un programme de recherche et développement où nous ne développerons qu'une seule fois pour les deux marques des solutions de demain. Donc la capacité à fournir beaucoup d'innovations dans les années qui viennent. Alors vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque je crois qu'il y a encore quelques semaines seulement, vous avez racheté un groupe roumain innovant dans le secteur de la mode. Pourquoi vous avez cette stratégie comme ça de croissance externe ? Vous dites qu'il faut tout prendre sur le marché pour qu'on puisse être les seuls. C'est quoi la stratégie ? Alors, nous n'avons pas qu'une stratégie de développement externe, mais en fait, pour être présent dans l'industrie 4.0, il faut pouvoir développer un certain nombre de technologies, de process que nous n'avons pas forcément en interne. Et le rachat de cette société en Roumanie, c'est parce que tient essentiellement à leur technologie. Ils ont développé des technologies pour la CAO qui, pour nous, représentent les technologies de demain et vont s'intégrer parfaitement dans ce process d'industrie 4.0. Donc nous avons, ça faisait 1 an qu'on discutait en fait de ce rapprochement, et cela va rapporter une brique complémentaire à la gamme dont disposent Electra et Gerber aujourd'hui. Je voudrais qu'on fasse un tout petit point conjoncture, parce que vous êtes un peu au centre de plusieurs industries qui sont très intéressantes et très diverses. Et on a eu hier les chiffres du climat des affaires, et visiblement ça se détériore dans l'industrie, notamment dans la métallurgie, la fabrication de textiles, d'habillement et de cuir. Comment est-ce que vous le percevez de votre côté ? Alors en fait, quand on prend nos 3 marchés, on a 3 dynamiques complètement différentes. Dans l'ameublement, les choses vont très bien mondialement parce qu'avec les confinements, chacun est resté chez soi et a envie de changer ses meubles. Pendant que les hôtels ou les restaurants étaient fermés, finalement, chacun en a profité pour faire des travaux et donc pour meubler ou remeubler en fait les lieux. Donc on s'aperçoit que l'industrie de l'ameublement est une industrie qui est en plein essor aujourd'hui et qui rebondit très très fortement. Je prenais notre premier client chinois. La journée des célibataires, il a vendu pour 400 millions de dollars de meubles en ligne, en une journée. Ah oui.
Donc on se rend compte que... On sait que c'est une grosse journée, mais quand même. Oui, c'est quand même très, très, très significatif. Et on se rend compte que aujourd'hui, le monde du meuble vit avec des technologies, des méthodes de fabrication très anciennes. Et donc, en fait, fait un grand écart en passant complètement à des technologies nouvelles, mais qui ne remettent pas en cause son business model. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de faire cette révolution parce qu'elle est purement technologique. Lorsqu'on est dans le monde de la mode, en fait, on est devant la fameuse courbe en K des économistes, c'est-à-dire qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et tous ceux qui ne reverront pas en profondeur leur business model, s'il n'est pas adapté, ont moins de chances de survivre. Et il y aura des rachats de marques importantes qui ont de la valeur, bien sûr, où il y aura des dépôts de bilan, et il y aura aussi des grands gagnants. Et il y a deux critères en fait qui sont importants. Finalement, ceux qui étaient concentrés sur la production à bas coût, en fabriquant par exemple en Chine ou au Vietnam, et en se disant chaque centime compte dans le prix de revient, sont les grands perdants parce qu'en fait ils ont des cycles longs et ils ont dû financer des stocks très importants et donc leur trésorerie a énormément souffert. Et le gain qu'ils ressortent de ça est très faible. À l'inverse, ceux qui ont des cycles courts, qui sont par exemple dans le fast fashion ou qui fabriquent à proximité, ont survécu aux périodes difficiles en sortant beaucoup plus fort. Et également, ceux qui ont une présence forte sur Internet, sur la vente en ligne, sur le e-commerce, sortent les grands gagnants parce que aujourd'hui, aux États-Unis, on a un vêtement sur 2 vendu en ligne. Donc on se rend compte que l'avenir, c'est la présence en ligne. Évidemment, le réseau direct de boutiques est important, mais il vient en complément. Et c'est la présence sur les sites de e-commerce et en ligne qui est l'élément principal du succès. Merci beaucoup Daniel Harari d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le PDG de Lectra. Bismart, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.